Alors, analyse ROI et stratégie d'engagement, c'est un véritable défi. On est au final à l'aune de quelque chose d'absolument incroyable. On n'arrive pas à mesurer vraiment ce que l'on peut faire et quel est le potentiel de Twitter à ce niveau-là. Et juste, je vais commencer avec quelques chiffres pour vous situer un petit peu aujourd'hui l'état des annonceurs concernant la mesure. C'est une étude de la Social Media University Academy, Marketing, pardon, qui dit que 30,6% des annonceurs remettent en cause leur valeur réelle de Twitter. 45,1% des annonceurs estiment que la mesure du ROI est l'une des plus grandes difficultés, suivi par la construction de l'audience à 42,1% et de l'engagement à 36,8%. Et donc pour parler de ça, j'ai donc trois experts. Guilhem Fouettelou, c'est ça ? Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'agence Link Influence. Vous êtes aussi professeur à Sciences Po Paris. Et vous aimez le jazz, le vin et le cyclisme. C'est ce qui a marqué sur Twitter. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai repris les comptes Twitter exprès. À ma gauche, j'ai Rémi Douin, qui est marketing scientist et data addict. Il a rejoint Louis Twitter en 2007, c'est ça ? Tout à fait. Et 2007 aussi pour Guilhem. Et donc à l'opposé, j'ai Benoît Vidal, le cofondateur de Data Ice et le CDO de l'agence MFG Labs. Il est à l'origine il est cofondateur de Cinemur, dont il n'est plus dans les murs aujourd'hui d'ailleurs, il a laissé la main. Et son dernier projet est une interface baptisée WDMTG, qui est l'acronyme de Where Does My Tweet Go ? Il a rejoint Twitter en mars 2009. Et donc la première question... Bonjour, pardon. Et donc la première question en fait, concernant le ROI, la stratégie d'engagement, c'est Twitter est-il aujourd'hui un outil de type marketing média vraiment, vraiment efficace ? Qui veut commencer sur cette question toute simple ? Moi, mon micro ne marche pas, d'ailleurs. Ah, c'est ballot. C'est pas de chance, hein. Rémi ? Je vais avancer. Twitter est-il un levier de marketing média ? Twitter est sûrement pas né pour ça au tout début. Au début, c'était un média de partage de messages courts qui permettait en fait de s'envoyer des messages du web vers le mobile, etc. Et puis petit à petit, la plateforme grandit, il y a un nombre d'utilisateurs qui devient conséquent, des besoins financiers qui deviennent conséquents, et des annonceurs qui se mettent dessus, qui en trouvent des usages, qui l'utilisent pour des raisons marketing, mais plutôt dans une logique d'innovation. Et au bout d'un moment, qui convainquent leur boss de mettre un community manager à temps plein, quelqu'un pour gérer la relation client. Et puis au bout d'un moment, on se pose la question, mais oui, quand on additionne tous les postes de coûts pour être présent sur Twitter, répondre, être visible, etc., ben, ça coûte un peu d'argent. Et vient la question du ROI. Donc là, les personnes de Twitter sont très au courant de ça et se posent la question comment trouver le ROI. Donc la problématique pour toutes ces personnes, ça va être de dire, ben voilà, en fait, le ROI, c'est un terme générique qui révèle beaucoup de choses ou qui englobe beaucoup de choses. En fait, le ROI, c'est juste une formule de dire combien ça rapporte divisé par combien ça coûte, ou l'inverse, comment on veut le prendre. Et la question est qu'est-ce que ça rapporte ? Et donc, à ce moment-là, ben, on commence à trouver qu'est-ce que ça rapporte. Ben, effectivement, quand on publie sur Twitter et quand on répond à un client, en fait, ben, ça va rapporter, en fait... peut-être quelque chose qui est de la fidélité du client. Mais comment on le valorise en termes financiers ? Parce que ce qui coûte, c'est du financier, donc je ne peux pas diviser le fait que j'ai rendu un client heureux en lui disant « est-ce que vous êtes heureux ?» et qui dit « oui, je suis très heureux » divisé par un coût, ça ne donne pas un ROI. Ça donne quelque chose qui est hybride là-dessus. Donc il faut déjà que dans l'entreprise, pour pouvoir valoriser en fait, le client qu'on a rendu heureux, il faut se dire quelle est la valeur de ce client heureux là-dessus. Et là, on tombe en fait... dans quelle étude, dans quel outil on a pour faire ça. Et là, on retombe sur des vieux concepts marketing de net promoter score, c'est-à-dire est-ce qu'ils nous recommandent après, est-ce qu'ils nous font ça, etc. Et tout ça. Mais faut-il encore que la personne qui s'occupe de Twitter arrive à convaincre les gens en fait, que ces outils s'appliquent à Twitter là-dessus. Donc aujourd'hui, le ROI, il existe, mais il faut bien définir en fait, et arriver à donner une valeur financière à cette personne qu'on a aidée sur Twitter. Et l'étape ultime, aujourd'hui, et c'est sur ce quoi travaille Twitter, c'est de dire, bon, ben, cette valeur-là, dans la relation client, elle commence à être établie, on voit des choses. Mais aujourd'hui, en termes de points de contact digital, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que des nouveaux formats publicitaires, comme c'était parlé, permettent de toucher des gens et faire du ROI ? Et là, c'est plus des ROI de relations clients, mais c'est du ROI média. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que... en fait, quand je touche quelqu'un, comme je touche quelqu'un à la télé, la presse, les médias, etc., tous les autres médias qui existent, est-ce que ça a le même impact sur Twitter ?
Est-ce que ça a un meilleur impact sur Twitter, etc. Et Twitter travaille beaucoup pour essayer de démontrer en fait que finalement les personnes que vous touchez dessus en fait ont une valeur dans une logique qu'on appelle plurimédia, c'est-à-dire dans une mobilisation des médias et de création de points de contact digital. Et ça avance petit à petit. Mais pour pouvoir mesurer ça, en fait, il faut des outils, il faut des études. Donc tout le monde y travaille. Il faut des métriques, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'avez des métriques de volume de points de contact sur Twitter que quand vous nous achetez de la publicité. Donc pas quand vous n'en achetez pas. Donc il faut acheter pour pouvoir démontrer la capacité média là-dessus. Et donc voilà. Et c'est comme ça que se crée petit à petit en fait la capacité de ce média à être finalement un média marketing et avoir de l'impact en termes de ROI. Et donc, Guilhem, quelles sont exactement aujourd'hui les bonnes méthodes pour valoriser à la fois sa stratégie sur Twitter, en même temps les personnes qui sont sur Twitter? Parce qu'on parle beaucoup de valorisation, c'est tout à fait normal. On investit énormément sur ce réseau social. Mais pour être concret, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une sorte de 10 commandements, les 5 meilleures recettes ou le top 5, je ne sais pas, enfin bref, est-ce qu'il y a quelque chose de pragmatique et de réaliste à mettre en place pour comprendre ces enjeux? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite à ce type de question. Je pense que Rémi a bien précisé le fait qu'on était dans un moment où tout bougeait extrêmement rapidement. Vous l'avez entendu depuis ce matin, j'imagine, sur cette plateforme-là. Il y a à la fois les enjeux, on est à la fois sur une plateforme qui a généré des usages, qui est une plateforme avec beaucoup d'usages organiques. Et puis d'un autre côté, on a des enjeux qui sont des impératifs aujourd'hui de Twitter, de valoriser, de prouver son ROI aussi en termes de valorisation de l'entreprise. Donc il y a une sorte de, je pourrais dire peut-être pour les annonceurs, pas de baiser du serpent, mais en fait on gagne d'un côté, on gagne, on va gagner en fait de plus en plus d'indicateurs sur la plateforme qui sont des indicateurs héroïstes, mais en contrepartie on perd la dimension organique du média. Et c'est vrai que ce soit pour Twitter ou pour Facebook, on passe de plus en plus de cette idée on parlait beaucoup de réseaux sociaux, on pourrait parler maintenant aujourd'hui de plus en plus de médias sociaux, c'est-à-dire que la partie du paid media devient de plus en plus importante sur ces plateformes-là, mais en même temps, la proposition de valeur derrière des plateformes, c'est de dire on va vous permettre de tracer et de traquer beaucoup plus précisément ce que vous produisez. Le résultat que vous avez. Donc on est dans un univers qui perd un petit peu toutes les promesses de la viralité, de l'organique, de ce fantasme un peu d'il y a 7-8 ans où on disait si vous n'avez pas de budget, faites du web. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, donc faites du web, ça coûte rien. Faites une vidéo virale et elle vous coûtera rien à produire et elle va être poussée par les utilisateurs et vous allez pouvoir comme ça réussir un coup. On a très vite vu que finalement c'était une sorte de fantasme du web social et il y a déjà plusieurs années en fait que les plus belles opérations, de très belles opérations virales, on avait eu l'occasion avec Rémi il y a maintenant quelques années de travailler sur la première campagne Evian Babies. On était sur une activation qui était plus du YouTube, mais la première campagne Evian Babies a été amorcée par du média acheté. Uniquement au début. C'est-à-dire que c'est un buzz, c'est un magnifique buzz, et ça n'empêche pas que c'est un buzz viral, mais c'est un magnifique buzz qui a été amorcé. Et il y a besoin de cette pompe-là. Et ce que font Facebook, ce que font Twitter aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train d'équiper les annonceurs, en train d'équiper, de nous équiper pour permettre justement de provoquer, d'amorcer ces dynamiques qui seront ensuite prises par un relais viral. C'est-à-dire que si le contenu, lui, est de qualité, eh bien ensuite il y a un relais viral et là la plateforme, eh bien elle apporte aussi toute la puissance d'amplification organique au-delà de l'amplification qu'elle va pouvoir vous vendre. Tout l'équilibre aujourd'hui il se situe entre ces deux éléments-là et c'est vrai que ça redéfinit aussi beaucoup de règles quant aux investissements médias d'un côté et puis à une sorte de pratique d'une forme de buzz marketing de l'autre qui fait que le earned media et le paid media deviennent parfaitement liés et l'organique et le payant sont indiférenciables et on ne peut plus maintenant dire je fais du pay d'un côté et puis de l'autre côté j'ai du web qui tranquillement vit sa vie virale. Benoît, on en parlait tout à l'heure, justement, juste avant de commencer. On est tous d'accord pour dire que la technologie, aujourd'hui, elle est là. Le vrai problème majeur, c'est le marketing sociétal. Et donc, c'est l'humain derrière qui va être capable de comprendre ces données et de comprendre justement ces chiffres pour appliquer une stratégie. Quelle est la valeur aujourd'hui de l'humain et comment on arrive à interpréter ces chiffres? Oui, ça c'est un vrai sujet dont nous
on parle beaucoup de visualisation de données. Je pense que c'est très, très important. On parle souvent de la valeur des données, pour nous, elle est sous les doigts des utilisateurs, pas forcément dans les data centers. Donc c'est pour ça qu'on fait de la visualisation de données. C'est pour ça qu'on essaye de rendre visible au final ce qui est invisible, essayer d'amener les gens à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, comprendre pourquoi c'est viral, comprendre la propagation, comprendre l'engagement. Et ça, peut-être que visuellement, c'est plus simple que seulement dans des fichiers Excel ou seulement avec des bar charts. Donc c'est effectivement une approche qu'on a qui est extrêmement importante aujourd'hui. Parce que les problématiques métiers sont différentes suivant les différents annonceurs et on ne prétend pas avoir la réponse et le Graal, mais surtout être apporteur à la fois de technologie, mais à la fois aussi de solutions design pour essayer d'apporter un peu plus de compréhension aussi chez l'annonceur. Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement très important, la part de l'humain. Les données, c'est bien, mais il faut que c'est l'humain qui l'active et c'est l'humain qui apporte l'intelligence qui est derrière. Donc ça, c'est vraiment un motto qu'on défend aujourd'hui. Quelqu'un veut réagir là-dessus? On est sur un média effectivement où il est compliqué de rendre compte de ce qui se diffuse et de ce qui se passe. Et il y a vraiment des mécanismes aujourd'hui, je pense que sur des plateformes comme Twitter, même peut-être plus Twitter que Facebook, parce que Facebook est quelque part plus centralisé. Mais les phénomènes de viralité sur Twitter sont extrêmement rapides et il faut être capable de rendre compte de cette capacité à se diffuser de proche en proche et à être cette pulsation un petit peu de la conversation sociale au niveau mondial. Il faut être capable de le valoriser. Et pour la plateforme, on sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines de ça, Twitter a racheté Gnip, qui était donc un acteur qui était spécialisé qui archivait l'ensemble des tweets et qui est un social media data provider, c'est-à-dire c'est une plateforme qui donne accès à la fois à des données issues du web social et à des métriques associées venant des blogs, de Facebook, de Twitter, des forums. Twitter a racheté Gnip pour intégrer les analytics et pour pouvoir passer un nouveau cap dans sa capacité à fournir des analytics. Il y a un autre chiffre que moi je trouve très intéressant qui a peut-être été discuté sur l'importance de ces analytics, c'est que progressivement, les chiffres qu'on entend, c'est que ça représente ce business des analytics, donc vendre des métriques pour Twitter, va représenter à peu près 10% de son chiffre d'affaires. C'est 80-90 millions, c'est les chiffres que l'on lit sur un chiffre d'affaires de 900 millions. Donc ça devient une part importante aussi du modèle économique. Et je pense que là-dessus, il y a aussi la prise de conscience que ces métriques-là, ces indicateurs-là, sont une matière première aussi qui est valorisable par ces plateformes-là parce qu'elles sont la base à partir de laquelle, donc elles ne sont pas vendues aux particuliers, ce n'est pas du B2C, mais par contre c'est du B2B, c'est-à-dire que c'est une base à partir de laquelle les annonceurs, principalement les agences, vont pouvoir construire des stratégies. Et il faut que ces plateformes soient capables de se valoriser par la production de métriques, la production d'indicateurs, qui pourront être ensuite récupérés par donc les annonceurs, par les agences, qui pourront ensuite les mettre en perspective ou les comparer avec d'autres métriques venant d'autres plateformes pour pouvoir reconstruire cette vision en fait, qui est globale au social media. Un des problèmes des indicateurs aujourd'hui qui sont fournis par les plateformes, c'est leur comparabilité. Voilà, comment est-ce que je compare ce que je fais sur Facebook et ce que je fais sur Twitter? Et cet effort fait par les plateformes, un rachat de Gnip, est plutôt rassurant et intéressant. Ça montre que Twitter a vraiment conscience aussi de cette problématique-là et va monétiser, mais va valoriser aussi et va travailler sur la production de métriques, la production d'indicateurs autour de ces données. Pour rebondir là-dessus, en fait, on voit bien Twitter a effectivement cette stratégie à la fois de racheter des outils qui collectent les datas pour pouvoir se connecter à d'autres sources de data. Mais il y a un outil en fait, qui a été lancé, je crois, début 2014. Les gens de Twitter pourront me corriger si c'est faux. C'est les analytics pour Twitter Cards, en fait. C'est-à-dire quand j'intègre les boutons Twitter sur un site d'e-commerce ou sur un site de presse. On a eu toujours tendance de dire en fait le social media, en fait, c'est du branding, ça fait de l'image de marque, de l'engagement, mais c'est pas aussi efficace que Google pour driver de la vente. Ça, on le disait, en fait, par principe, vous savez, c'est toujours ces études américaines qui sortent, oui, Pinterest vend 10 fois plus que Google, etc., mal calibré, en fait, fait avec des outils ad hoc. Mais en gros, il y a quand même
cette logique. Enfin, si vous interrogez un pure player et que vous lui dites aujourd'hui, un pur e-commerçant, et que vous lui dites est-ce que vous avez une stratégie sur Twitter, il vous dire non, mais ça marche pas, en fait, ça sert à rien. Mais quand vous regardez cet outil Twitter Card, c'est dans la console Analytics. Si vous avez accès à votre console Analytics, que vous avez un site commerçant ou un site de presse, vous allez voir se dessiner le tunnel de conversion à peu près équivalent au tunnel de conversion que vous voyez dans votre Google Analytics, de façon très data-vise, parce que c'est avec des bulles, parce que vous voyez la part du earn et la part de vos activations à vous sur vos choses, et les différents degrés de conversion. Twitter ne sait pas par essence si il est capable de faire vendre à des sites comme Amazon, etc. Mais il met cet outil dans les mains de tous ses utilisateurs et aux petits e-commerçants, au gros, d'expérimenter avec ces datas pour voir ça. Mais ce qu'il a fait, c'est l'effort de dire je vous donne un tunnel de conversion équivalent à ce que vous avez avec Google Analytics. Comme ça, vous pouvez regarder, analyser ça et vous dire il faut que j'intègre plus les boutons Twitter, il faut que j'ai une stratégie proactive de renforcement de la visibilité de mes tweets là-dessus. Et quand on parle de l'humain, c'est que pendant très longtemps, ces plateformes Twitter et Facebook avaient un différentiel de langage. Ils sont cachés derrière leur petit doigt en disant on est social media, engagement, des termes très génériques, c'est du bouche à oreille, etc. Et plus ils avancent et plus ils veulent se rendre indispensables et donner aux gens des capacités à calculer le ROI, plus ils se rapprochent de termes très connus des fonctions métiers dans les entreprises. C'est-à-dire, en gros, voilà, un Facebook va parler de reach, un Twitter va parler d'impression. Tout ça, c'est des termes en fait qui sont là pour parler pour le responsable média. Ils vont parler taux de conversion, c'est pour celui de l'acquisition de trafic. Et là, je peux commencer à faire du ROI. Parce qu'avec Twitter Card, je suis éditeur d'un site de presse, je vois un peu tous les gens qui partagent mes articles, les volumes, et je vois combien le earn et combien ma propre activation, c'est-à-dire le fait que mes journalistes partagent, m'apporte de trafic. Et je suis capable de le comparer par rapport à mon coût d'acquisition ou l'énergie que je mets à acheter des mots-clés pour faire venir du trafic là-dessus. Ou de l'affiliation, ou alors les jeux concours que j'organise à l'appel sur ma page Facebook Le Monde, où je paye, etc., pour que ça vienne, pour pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, la vraie maturité en fait, des plateformes, et en particulier Twitter qui accélère, c'est de formaliser en fait, leur offre de métriques qui était encore un peu en décalage par rapport à des YouTube et Facebook qui sont extrêmement, qui ont un pas d'avance là-dessus, mais ils fournissent tous ces outils-là qui amènent à ce ROI. Et pas, ça ne veut pas dire qu'il y aura un ROI demain, hein, mais ça permet à tout le monde de le tester et à des gens de trouver des bulles où le faire. Et quand Twitter n'y arrive pas, c'est ce qui a été très bien dit par Guilhem, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, pour donner sens à toutes ces données, signe à tour de bras des partenariats avec des instituts de recherche pour donner du sens à toutes ces métriques et donner du sens au comportement. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont signé aussi avec une entité qui fait des statistiques sur la musique pour pouvoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre du comportement des utilisateurs de musique là-dessus. Ils ont signé avec des médias, en fait, pour pouvoir faire le même type d'analyse, etc., etc., parce que leur mine, c'est les données, sauf qu'il faut qu'il y ait des gens qui le transforment en fonction métier, en fonction recherche, en fonction, dans un langage qui est le même et qui n'est pas celui du début du social media, qui était, en gros, on fait le buzz, on fait les choses comme ça, mais qui ne sont pas arrivés à créer de fonctions métiers dans les entreprises où on est capable de dire ah ben, un bon buzz ou un bad buzz, ça coûte ça. Aujourd'hui, pour analyser Twitter et pour vraiment avoir de bonnes métriques, on mise sur le temps court, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'instantané et on part du principe que l'on connaît les internautes et les socionautes en analysant l'instantanéité. Donc le temps court est prédominant. Est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné plutôt se focaliser sur le temps long, dans une deuxième étape, pour pouvoir mieux cerner les besoins des socionautes, mieux cerner les opérations que l'on met en place? En gros, que vaut aujourd'hui le temps long sur Twitter ? Je vais commencer. C'est un point fondamental qui est abordé ici, c'est qu'on voit une évolution dans nos métiers. Pour le simplifier, en fait, sur la question du monitoring et de l'écoute et des métriques, alors nous, on le fait pas seulement sur Twitter, on le fait sur l'ensemble du web, mais Twitter en fait clairement partie et évidemment est une part importante de notre écosystème aujourd'hui. On dit que notre métier du monitoring est en train de passer du what au who, du quoi au qui. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, où on s'intéressait principalement à ce qui était raconté, ce qui était dit, ce qui était publié, les contenus qu'on reçoit en temps réel, que l'on capte, dont on suit la diffusion, et on réagit à ces contenus. Alors quand ça relève de la relation client, eh bien on répond au client. Quand c'est du bad buzz, on met en place une stratégie de RP adéquate. Quand c'est une opportunité de réaliser une vente, eh bien on va faire de la lead generation. Mais à chaque fois, on est dans ce temps opérationnel et très tactique.
passer au qui, c'est comprendre qui se situe derrière ces messages et avoir justement une vision qui est beaucoup plus sur le long terme, parce qu'on va, au-delà du message, avoir une idée et avoir une compréhension du canal de la personne qui a porté ce message. Et donc, c'est une compréhension qui va forcément longtemps, parce que derrière, c'est un consommateur, c'est un usager, c'est un citoyen, et on va le suivre au cours du temps. Et il va produire plusieurs messages, il va parler de plein de sujets différents, et petit à petit, il y a un profil qui va se dessiner. Il y a un profil, tu as commencé en citant nos descriptions Twitter. Alors, le premier niveau, effectivement, de qualification d'une personne sur Twitter, c'est des choses qu'on a fait déjà depuis, que tous les acteurs faisaient depuis plusieurs années, les acteurs du monitoring. On s'appuie sur quoi? On commence à s'appuyer uniquement sur la description de son profil. Voilà. Et ensuite, on va regarder des indicateurs qui sont: est-ce qu'il a beaucoup de followers? Est-ce qu'il a beaucoup de following? Est-ce qu'il est dans des listes? Voilà, donc c'est un premier niveau de qualification. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre en place des choses et d'inventer des choses sur lesquelles les plateformes d'ailleurs sont aussi très actives. Si vous regardez les Twitter Analytics tels qu'ils sont aujourd'hui, Rémi a parlé des cards, mais lorsque vous allez dans la page qui décrivent vos followers, vous avez des informations, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais qui sont assez passionnantes. D'ailleurs, dont beaucoup de gens se demandent comment c'est calculé. Twitter est capable de vous dire aujourd'hui quelles sont les affinités de vos followers. Et est capable de vous dire aussi quels sont les sujets dont vous parlez. Donc quand vous prenez la parole, quand je vais voir sur le mien, je vais voir, il y a 75% social media, 15% entrepreneuriat, 10% de jazz, je ne sais pas, bon voilà. Et 1% cyclisme, ça a un peu baissé. Et on va aussi indiquer que les followers sont intéressés principalement par Facebook, par l'entrepreneuriat, par l'innovation, etc. Ça, ce sont des éléments qui vont permettre effectivement d'avoir une vision beaucoup plus stratégique sur ces publics et de construire une stratégie d'engagement beaucoup plus sur le long terme. On n'est plus uniquement dans « je vois un message, je réagis au message ». J'ai une base, j'ai une communauté. Cette communauté est composée d'individus qui ont des propriétés qui évoluent au cours du temps, que je suis capable de qualifier en termes d'affinité, dont je suis capable aussi de suivre la trajectoire de célébrité. C'est très intéressant aussi, c'est-à-dire de voir ceux qui sont de plus en plus visibles, de moins en moins visibles au sein de leur communauté, ceux qui produisent des contenus qui sont beaucoup repris, qui en produisent qui sont beaucoup moins repris, et qui évoluent au cours du temps. Et à partir de ça, je vais être capable effectivement de construire ma stratégie d'engagement beaucoup plus sur le long terme. Et donc là, l'enjeu, c'est plus uniquement de maximiser mon message et de me dire, OK, si je l'emballe comme ça, je vais viser 5, 10, 15 retweets ou 15 faves. Je vais plutôt là être dans une logique de construction d'une relation à ma communauté sur le long terme. Et forcément, mes KPI évoluent, changent. Et le fait de ne plus être le nez sur le chemin fait que je prends du recul et je vais pouvoir mesurer d'autres choses. Je vais pouvoir sur des temps longs, sur des lames de fond et construire des choses effectivement qui ressemblent plus effectivement à des stratégies de communication que de simples, enfin pas de simples, mais en tout cas que des réactions purement tactiques et immédiates. Benoît, c'est pareil. Au niveau du temps long, vous pensez que c'est la prochaine étape à franchir pour... Tout le sujet de la connaissance client, c'est assez difficile de le réduire seulement au service Twitter, mais je pense que le gros sujet aujourd'hui pour les gagner un peu en intelligence consommateur et de prendre du recul. Quels sont leurs intérêts, etc. sur le web, à travers les services. Et effectivement, le concours tactique, c'est quelque chose, notamment sur tout le changement, la financiarisation, on va dire, du monde du média, tout ce qui est retail bidding, etc. Mais prendre un peu plus de recul et effectivement des vraies stratégies de communication et des choses qui sont aussi importantes, c'est quelque chose qui est aussi très utile aujourd'hui, très important. D'accord. Pour les annonceurs, il y a aussi un temps long intéressant à prendre en compte, c'est celui en fait de la modification des usages, c'est-à-dire que je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, il a été annoncé en fait que le temps de consommation de télé a diminué de 8 minutes ou quelque chose comme ça. C'est rien du tout en fait, hein, mais quand on regarde les chiffres derrière, en fait, c'est des structurations où aujourd'hui, pour certains annonceurs qui étaient très addicts au ROI de la télévision pour toucher des cibles,
il y a certaines cibles aujourd'hui qu'on n'arrive plus à toucher ou alors à un coût extrêmement important sur la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez toucher des hommes un peu jeunes, etc. et tout, vous n'avez pas de programme, vous ne pouvez pas faire la répétition, ou ça coûte extrêmement cher, il va falloir investir dans des vagues importantes. Et là, des réseaux comme Twitter, en fait, et tous les médias sociaux, en fait, sont des moyens d'aller créer le point de contact digital en complément et faire des économies sur le plan média global au total. Donc aujourd'hui, le temps long aussi, c'est pour le ROI, c'est petit à petit en fait cette modification des usages qui fait que demain, ça sera tellement cher à la télévision de toucher certaines cibles qu'il restera les médias sociaux dans le cadre de la stratégie média là-dessus. Donc c'est ça qui est intéressant de prendre en compte aussi à ce niveau-là. Et pour imaginer un petit peu tous ces bons mots et toutes ces analyses, quels sont pour vous, actuellement en tant qu'expert, parce que vous avez vraiment un élément Twitter, quels sont pour vous les cas concrets des opérations que vous avez pu voir passer sur ces 6 derniers mois, pour rester un peu dans du temps moyen, ni court ni long, mais qui vous permettent un peu de dire, voilà, ces dispositifs, d'un point de vue ROI et d'un point de vue engagement, ont été des cas d'école qu'il faut absolument reproduire ou du moins s'inspirer. Guilhem ? Moi, je vais parler de mes clients, en fait, hein, de choses qu'on fait avec nos clients. Pardon et d'un secteur dont on ne parle pas forcément souvent, et ça va sortir peut-être un petit peu des exemples qu'on entend souvent sur des questions de ROI sur Twitter. On travaille beaucoup avec l'influence dans l'industrie pharmaceutique. Et dans ce secteur-là, en fait, qui est un secteur qui est extrêmement réglementé sur les questions de pharmacovigilance, par exemple, il est évident que les problématiques d'engagement, quand on est un laboratoire pharmaceutique, il est plutôt compliqué de penser de l'engagement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'adresser aux patients, en tout cas que dans certaines, avec des limites extrêmement fortes. On ne peut pas s'adresser aux médecins non plus. Donc l'engagement est très faible. Pourtant, il y a aujourd'hui des utilisations de Twitter, par exemple, mais de l'ensemble des espaces conversationnels, Twitter, forums, Facebook, qui sont réalisés typiquement par un de nos clients importants aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, qui est autour de la pharmacovigilance et de la détection d'effets secondaires ou de problèmes potentiels par rapport aux molécules sur lesquelles ils travaillent. Ça permet de réduire énormément les temps de réaction. Et aujourd'hui, on attend... Les industries pharmaceutiques sont dans une situation où, par l'écoute du web social, elles peuvent être plus réactives que les chemins habituels de remontée des problèmes d'effets secondaires. C'est simple, vous utilisez un nouveau médicament ce soir, demain matin vous vous réveillez, vous avez un bouton un peu bizarre au coin de l'œil, c'était pas prévu, enfin vous demandez ce qui se passe, votre premier réflexe ça va être quoi? Ça va pas être d'aller chez votre médecin généraliste, ça va être d'aller voir sur Doctissimo. Et si vous ne trouvez rien sur Doctissimo, eh bien vous allez poster un message, poser une question sur Twitter, sur Facebook. Eh bien aujourd'hui, nous on accompagne les labos pour être capable de capter ça vraiment en temps réel et pour pouvoir avoir tout le processus. Alors d'ailleurs c'est très très complexe, mais avoir tout le processus de remontée de l'information qui leur permet de dire, ben voilà, on a vu apparaître ça, on l'a notifié, ensuite on le fait remonter, ça va être travaillé ensuite par les instances sanitaires et de santé. Voilà, donc là on est sur des choses qui sont totalement concrètes, qui sont dans l'opérationnel et évidemment c'est une forme de ROI. On n'est pas sur un ROI classique, mais je peux vous assurer que ça a une valeur qui est immense aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique. Benoît, même question. On discutait tout à l'heure, vous avez aussi une techno qui vous est propre. Vous avez montré 2-3 cas très intéressants, pas forcément des cas clients, mais des cas qui étaient très intéressants. Vous en avez un dans votre tête que vous pouvez... Oui, non, c'est juste on a mappé la propagation de ce fameux tweet, le tweet le plus retweeté de l'histoire, qui est le tweet des Oscars de Hélène, le fameux selfie que vous avez tous vu. On en a tous entendu parler, on sait tous qu'il a généré des millions et des millions de retweets, mais au final, on ne sait pas trop quelle est la structure propagationnelle de ce tweet-là, quels ont été les gens qui ont été importants dans la propagation de ce message-là. Effectivement, on a mappé, on a regardé quelles sont les stars qui ont repris ce message-là, qui ont été importantes, qui ont ouvert de nouvelles communautés, quelles sont ces communautés, etc. Donc c'est toujours dans l'optique de mieux comprendre, on va dire, la propagation, la structure, rendre visible ce qui était invisible. Au final, personne ne sait la propagation de ce message-là. Il y a plein de choses à tirer de juste ce tweet, ce selfie-là. Donc ça, c'est un des exemples, mais il y en a beaucoup. Je vais juste, pour revenir sur la question juste avant, effectivement, on sent que Twitter est en train de s'orienter énormément plus sur une logique de ROI. Je ne vais pas parler de la lead generation card parce qu'on
Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, mais il y a d'autres logiques, comme par exemple Tailor d'audience, qui est extrêmement intéressant, qui permet justement de faire du retargeting et qui permet aux marques justement de profiter de leur CRM pour pouvoir retargeter les gens. Et ça, c'est vraiment dans une logique héroïste et c'est extrêmement intéressant. Ok, merci. Rémi, un cas d'école? Un cas d'école, je sais pas trop. En fait, c'était le ROI, on a parlé beaucoup d'annonceurs aussi, mais il y a des ROI individuels à avoir sur Twitter et en particulier. Je sais pas, je vais me tromper, mais il y a un compte Twitter qui s'appelle Babor l'éléphant. En fait, c'est des gens qui font plein de fautes d'orthographe et des images bizarres et des vannes un peu pourries. Et hier soir, en fait, j'étais avec quelqu'un qui les connaît très bien parce qu'il était dans la même promo. Et donc ils sont toujours foutus de sa gueule pendant des années en lui disant mais c'est quand même naze ce que tu fais, etc. Et tout ça et tout là-dessus. Il a eu une stratégie Twitter extrêmement élaborée en fait parce qu'il me l'a raconté à base de stratégie de followers de Norman fait des vidéos et de tout ce groupe-là. Aujourd'hui, il a des rendez-vous avec des producteurs, il est intégré dans des choses comme ça, etc. Et tout ça, c'est un ROI personnel, mais en termes de ROI, c'est plus efficace que de faire des castings ou d'envoyer en fait une quarantaine de propositions de livres à des éditeurs, etc. C'est anecdotique, ça ne durera pas sûrement longtemps parce que petit à petit, une fois que la règle est trouvée, elle s'épuise comme dans le digital, social media. Ça sera peut-être les derniers, mais n'oubliez pas que derrière tout ça, en fait, la personne l'a fait aussi avec des chiffres. En fait, il regardait les followers, il regardait les logiques, il a plus de followers que telle personne, etc. Et qu'au bout d'un moment, ces chiffres-là, les gens les regardent et se disent waouh, c'est impressionnant quand même, comment a-t-il pu arriver tout seul à faire ça? Et c'est un ROI aussi individuel dans une carrière qui est personnelle, celle d'un entertainer, divertisseur, etc. Mais c'est intéressant aussi à regarder. D'accord. Je me tourne vers le public parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, levez une main, merci. Personne? Je peux sélectionner quelqu'un au hasard aussi. Ah, merci. Merci. Arnaud Caplier, Weborama. J'ai cherché récemment des choses qui pouvaient essayer de mesurer la valeur relative entre le paid et le earn. J'ai beaucoup de mal à trouver. Est-ce qu'il y a des white papers, des trucs qu'on peut trouver là-dessus ou pas? Le problème de la valorisation du paid et du earn, le paid, on sait combien ça coûte. En fait, traditionnellement, qu'est-ce que ça rapporte? Ça va être par rapport à des outils qui sont dans le domaine média de type post-test pour voir si on a fait bouger les lignes en termes de perception, ou alors des outils de type marketing, modèle mix, enfin des marketing statistiques pour voir si ça a un impact sur les ventes. Dans le digital, en termes de marketing direct, ça va être des taux de conversion. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup en fait, d'études sur ce sujet-là sur Twitter. Elles arrivent en fait, quand on parle avec la régie Twitter, il y a des études qui arrivent comme Facebook, comme YouTube. Et après, la valorisation du earn, la problématique, mais qui est pour tout le earn, et si on reprend le domaine des PR, c'est très localisé, c'est-à-dire dans les sociétés ou chez les annonceurs, quel prix on est prêt à mettre à un article de presse qu'on a eu par exemple dans Elle Magazine. En fait, c'est pas quelque chose de global. Valoriser le earn, ça dépend des objectifs de l'entreprise. Après, il y a des choses qui s'installent. Par exemple, dans le luxe, un article éditorial dans Elle, ça a un prix. C'est souvent évalué selon une méthodologie qui est l'espace dans le magazine comparé à l'achat publicitaire du même espace là-dessus. Mais ça, dans le earn, aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui commencent à dire, ben voilà, nous, aujourd'hui, un tweet de telle personne, ben on lui donne tel prix. Mais il n'y a pas de white paper global parce que il faut que l'entreprise accepte, il faut que tous ces éléments-là sont liés à une stratégie et une acceptation aussi interne de cette valorisation-là. D'autres questions? Bon, j'en ai une. Est-ce qu'aujourd'hui Twitter pose un problème d'un point de vue outil pour l'exploitation des données? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de sous-exploitation des données sur Twitter aujourd'hui pour pouvoir justement réussir à mesurer intelligemment ces retours, ces opérations, ces dispositifs? On pourrait parler des heures de ça, mais ça serait vite un débat technique. J'ai envie de dire que dans l'écosystème des plateformes, c'est jamais parfait, mais Twitter a l'avantage d'être celui qui est le plus ouvert et qui nous permet le plus de travailler de l'extérieur pour en valoriser les contenus.
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui accès à travers les providers de data que vont être officiels, que vont être un GNIP ou un DataSift. On a accès à on peut accéder à la totalité des tweets, à la totalité de l'archive et à la totalité des informations, à l'exception aujourd'hui des impressions, du nombre d'impressions et d'apparitions d'un message pour les messages qui sont payants. Mais c'est une qualité de data, une complétude et une pertinence de la data qui est infiniment plus importante aujourd'hui que ce qu'on peut faire sur Facebook. Mais en fait, ça pourrait te donner l'impression que c'est un problème pour nous qui sommes les mesureurs. J'ai envie de retourner, c'est aussi un vrai problème pour les annonceurs et pour les agences. C'est-à-dire que là-dessus, il y a un triangle, effectivement, avec les plateformes. Ce n'est pas forcément totalement dans l'intérêt des annonceurs que Facebook garde autant de données purement propriétaires et ne vous permettent pas, et ne permettent pas, en fait, à des acteurs tiers de donner une vision d'ensemble et de réagréger ça. Le principe, parce que c'est une plateforme publique, le mode de fonctionnement de Twitter est effectivement plus sain, a priori, et va vous permettre, vous annonceurs, d'avoir une vision plus globale et une vision plus mesurée de ce qui se passe dans une approche cross-canal et cross-média. Ah, musique. Ce qui veut dire que c'est la fin. Merci beaucoup pour cette participation. Et puis, il y avait une question encore sur la musique, non ? Non ? Oui, pas de question. Bon, très bien. Merci à tous. Merci.